Sud Radio, on parle auto, 10h midi, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et bonjour à tous, bonjour l'ami Jean-Luc. Appuyez sur votre micro, voilà, ça marche mieux comme ça. Bonjour Dame Laurence et bonjour à tous les automobilistes qui nous écoutent et même ceux qui n'ont pas de voiture. D'ailleurs, voilà. Parce qu'on peut nous écouter même si on n'aime pas l'automobile. Oui, parce que nous, on n'est pas du tout sectaire. Non. Voilà. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, c'est parti déjà sous le signe de la bienveillance, de l'humour, de la générosité, parce qu'on va parler auto, mais pas seulement. D'ailleurs, on va en faire un point assez rapidement dans quelques secondes. On en est où sur les ralentisseurs illégaux? Alors, on va pas faire un point sur les ralentisseurs eux-mêmes, poète. on va expliquer comment on peut signaler ces fameux ralentisseurs illégaux. On aura avec nous Alexandra Legendre, que vous connaissez maintenant, la responsable du pôle études et communications de la Ligue de défense des conducteurs. Ils ont mis en ligne un site qui s'appelle ActiveRoute où on peut signaler les ralentisseurs illégaux, mais pas que, et vous verrez qu'ils sont un petit peu débordés par les signalements. Et il y a un truc génial que Alexandra, par hasard, a vécu récemment. Elle a rencontré le monsieur qui a mis au point la réglementation sur les ralentisseurs, alors qui est vent debout contre tout ce qui se passe, et elle nous expliquera ça. C'est à mourir. C'est à mourir de rire. Restez avec nous, ça devient rire et chanson sur Sud Radio, juste au début de l'émission. On aura aussi l'essai de la voiture, qui est une Mini. Oui, alors comme c'était Halloween cette semaine, j'ai décidé de faire l'essai d'une citrouille. Vous le verrez avec la couleur de la voiture. Bon, on verra à la fin. Est-ce que vraiment la citrouille se transforme en carrosse? Mystère et boule de gomme. Nous allons aussi parler du leasing social, mais pas pour le leasing, mais pour l'assurance qui est liée, parce que là, ça douille. Parce qu'on vous a dit, ouais, chouette, une voiture électrique. Alors je dis 100 € en moyenne. Oui, on oublie juste que parfois l'assurance va vous coûter plus cher que le leasing de la voiture. Et ça, on l'avait oublié au départ dans les discussions. Parlons pneus, ce sera concernant... Oui, une question d'un auditeur. Et puis on va découvrir une 2 chevaux extraordinaire que vous pourrez voir la semaine prochaine au salon Époque Auto à Lyon. On reparlera évidemment d'Époque Auto, un salon consacré aux véhicules anciens. Mais si vous avez dans une grange une vieille 2 chevaux de mamie, dont la carrosserie est un petit peu fatiguée, mais dont la mécanique est encore en forme, eh bien vous pouvez la transformer en roadster super sexy. On aura des images? Oui, on aura des belles images pour sur vous la montrer page ça. Facebook de Sud Radio, entre autres, ou sur le replay sur la page de Sud Radio Internet ou sur YouTube. Nous allons de nouveau conclure cette émission avec notre ami Lionel Robert. On fera un petit point sur les awards de l'automobile. Oui, parce que le jury s'est prononcé, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà, on peut évidemment pas donner tout de suite les résultats, mais on donnera les grandes tendances. Et de même, le public s'est prononcé aussi pour élire la voiture de l'année. On verra. Alors, je vous donne tout de suite une grande tendance. Il semblerait que les gens rêvent moins de voitures hors de prix. Ah, c'est très bizarre. C'est bizarre, hein? Je suis fort surprise. C'est bizarre. Allez, vous l'avez compris, c'est parti avec notre ami Jean-Luc qui est au taquet de l'humour ce matin, poète. Et puis quant à vous, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous avez une question à poser, un avis à partager, ou vous nous écrivez sur jeparticipe@sudradio.fr. Et on n'oublie pas que nous sommes avec vous aussi en direct sur la page Facebook de Sud Radio, où vous pouvez nous rejoindre dès maintenant et commencer à nous dire bonjour, comme Philippe, comme Kevin, comme Stéphane. Voilà, ça y est, vous êtes déjà là, c'est parti jusqu'à midi. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et c'est Alexandra Legendre qu'on accueille tout de suite pour notre rendez-vous sécurité, responsable pôle études et communication de la Ligue de défense des conducteurs. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Oh là là, vous êtes au forum de la grotte là? C'est quoi ce téléphone, Alexandra? C'est bientôt Noël, on va vous en offrir un autre. Allez, on va parler des ralentisseurs illégaux, le mode d'emploi pour les signaler. Exactement. Alors on sait que depuis l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille, qui a confirmé que les ralentisseurs, ils devaient respecter la loi, je trouve ça énorme qu'un tribunal soit obligé de dire attention, il faut respecter, il y a une loi, il faut la respecter. Bon, alors les choses changent doucement et moi j'ai beaucoup d'auditeurs quand on a parlé la dernière fois justement de cette avec possibilité de dénoncer, puisqu'on va le dire comme ça, les ralentisseurs illégaux, qui m'ont dit ouais mais réexpliquez-nous dans une émission précisément
ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut faire. Donc voilà, vous avez le dossier, Alexandra, on va aller boire un verre et puis on vous retrouve tout à l'heure. Déjà, on va redéfinir ce qu'est un ralentisseur illégal. À partir de quel moment il est considéré comme étant illégal, Alexandra Legendre? Alors effectivement, la jurisprudence rappelle qu'il faut respecter le décret de 1994, c'est-à-dire des problèmes de positionnement, c'est-à-dire que d'emplacement, vous ne pouvez pas mettre votre ralentisseur n'importe où, vous ne pouvez pas par exemple le mettre hors zone 30, vous ne pouvez pas le mettre s'il y a un passage de transport en commun. Il y a plusieurs conditions pour mettre un ralentisseur qui sont évidemment très largement bafouées en règle générale. En revanche, ce décret est associé à une norme de construction, des dimensions bien précises. Et le problème, c'est que cette norme, elle n'est pas précisée dans les détails dans le décret. Ça ressemble à une grosse farce. D'autant qu'en 1994, le ministre référent n'a pas signé cette norme, n'a pas ratifié cette norme. Donc on ne peut pas encore de manière légale se référer aux dimensions déterminées par la norme de 1994. C'est tout aussi énorme que le décret dont vous parliez, Jean-Luc. Donc là-dessus, avec Thierry Modolo dont vous parliez et nous, on remonte au Conseil d'État pour rappeler qu'il faut rappeler la norme, mais ça c'est une future étape. On est déjà au Conseil d'État, mais c'est pas encore gagné. Donc aujourd'hui, pour dénoncer un ralentisseur hors norme, on va d'abord parler d'implantation. Donc, je vous invite à prendre connaissance. Alors déjà, quel site, sur quelle application il faut se rendre? Je suis face à un ralentisseur hors norme, genre un mur qui est en travers de la route. Il y en a, qu'est-ce que je fais? Voilà. Alors, le plus simple, et c'est gratuit, je vous invite à télécharger l'application Active Route. C'est gratuit et ça marche même sur les zones blanches non couvertes par le réseau. Quand vous identifiez un ralentisseur, vous vous géolocalisez sur cette appli. Et puis, vous verrez, il y a 3 clics pour signaler et détailler un petit peu en quoi ce ralentisseur vous semble illégal. Et nous, à l'association, à la Ligue de défense des conducteurs, on récupère ce signalement. C'est là la différence avec d'autres applis pour lesquelles juste vous signalez, puis ça alerte les autres usagers. Nous, on récupère ce signalement, on identifie le gestionnaire de voirie concerné. Là, en l'occurrence, c'est souvent les villes, les communes, et on leur envoie ce signalement et on leur dit attention, ils ne respectent pas le décret de 94. Et là, on enclenche donc un dialogue avec les communes qui bien souvent ne sont pas très au courant de cette fameuse norme et de ce fameux décret. Et on a de plus en plus de retours positifs de communes, soit qui rabotent leur ralentisseur, soit qui nous disent qu'on a tort, puis après on remonte au créneau, on leur dit non, c'est nous qui avons raison, etc. Mais finalement, ils finissent par comprendre qu'ils ont intérêt à rentrer dans les clous. Oui, parce que, Alexandra, on va faire une parenthèse, on n'est pas contre les ralentisseurs, parce qu'il y a plein de gens à chaque fois, il y a toujours un ou deux. Moi, je suis quand même un petit peu contre. Qui disent oui, mais il y en a beaucoup, moi, je préfère avoir un ralentisseur que de voir mes enfants se faire tuer mais on peut faire des chicanes, ça fait moins. Exactement, non, mais on peut avoir des ralentisseurs qui font ralentir les voitures sans casser les voitures. Voilà, c'est ça la différence. Et le dos des conducteurs, des automobilistes. Bien sûr, mais nous, on a souvent les élus au téléphone à l'association qui nous disent mais comment je fais moi pour casser la vitesse? Les chicanes, c'est pas fait pour les chiens. Mais il y a le ralentisseur, s'il respecte les normes, en fait, il a le même effet. C'est-à-dire que si le ralentisseur, les dimensions ont été déterminées de façon à ce qu'on puisse se présenter à 30 km/h maxi. Donc vous avez l'effet je casse la vitesse. Et par ailleurs, vous n'abîmez pas votre véhicule. C'est pour ça qu'en fait, les dimensions ont bien été déterminées dans cette fameuse norme. Donc, c'est pas pour rien, justement. Et le problème, c'est ça, il faut le rappeler sans cesse. Pour autant, donc, comme je le disais tout à l'heure, les dimontions, on ne peut pas encore on ne peut pas les invoquer, On espère qu'on va y arriver. On ne peut pas les invoquer, mais on peut dire voilà, il y a un ralentisseur illégal à tel endroit parce que c'est un grand axe, il passe plus de 3000 véhicules par jour, parce qu'il y a une ligne de transport en commun, et on sait que c'est interdit sur une ligne de transport en commun, peu importe qu'il soit haut, bas ou long ou large, on s'en fiche. Il ne devrait pas être implanté à cet endroit-là.
Exactement. Donc effectivement, à ce moment-là, on a souvent quand même, de plus en plus souvent, des élus qui prennent en compte, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que leur responsabilité est engagée. Parce que si le ralentisseur crée un accident, ma foi, l'élu, il est quand même responsable de sa voirie. Donc on a des vrais progrès. Cette première décision concernant le respect du décret dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est un énorme premier pas. Pour au moins se faire entendre et souvent obtenir raison. Maintenant, la suite, c'est effectivement les dimensions. Après, ça n'empêche pas sur notre application ActiveRoute de signaler les ralentisseurs qui vous sont trop hauts, notamment parce qu'il y a plein de traces de bas de caisse ou parce que vous savez qu'ils ont créé un accident, etc. Ça, malgré tout, même si les dimensions, on ne peut pas encore les invoquer légalement, on peut quand même dire ça ne nous semble pas raisonnable parce que ce n'est pas en phase avec la sécurité routière. C'est bien ce qu'on recherche, c'est plus de sécurité routière. Oui, on parle de sécurité. Combien vous avez eu de signalements? T'as les chiffres? J'ai les chiffres du nombre de ralentisseurs en France aujourd'hui. On est à 450 000 ralentisseurs dont 90% aujourd'hui, dont 90% sont hors normes. Voilà. Il y a du boulot. Combien vous avez eu de signalements déjà, Alexandra Legendre? Depuis le début de l'année, on en a eu à peu près 10 000. C'est très, très conséquent. Alors, donc, attention. 5 000 ralentisseurs. Et 10 000 parce que tout le monde n'est pas encore au courant qu'on peut les dénoncer. Donc, quand il y a aussi les signalements sur notre appli, vous pouvez aussi signaler les ornières, le défaut de marquage au sol, etc. Donc on a 57% de signalements de ralentisseurs. Alexandra, je disais dans le lancement de l'émission que vous avez rencontré le monsieur qui a établi la norme, qui n'est pas très content de ce qui se passe d'ailleurs. Oui, effectivement, parce que lui, il nous raconte comment il s'est échiné à trouver les meilleures dimensions possibles pour casser la vitesse et pour ne pas casser les voitures. Et effectivement, là, les recommandations qui ont ouvert la boîte de Pandore, qui sont des recommandations publiées par le CEREMA, je pense que vous en avez déjà parlé plein de fois avec Thierry. Oui, on en a parlé avec Thierry. C'est une institution publique, en fait, qui finalement permet de s'affranchir du décret en appelant le ralentisseur autrement, en l'appelant plateau traversant, etc. Et nous, ce qu'on a apporté les preuves, c'est quel que soit le nom que vous donnez à votre ralentisseur, il reste rapidoïdal. Et voilà, et donc il rentre dans le cadre du décret. Voilà. Et ça, je vous raconte pas les années de combat pour arriver à cette toute bête Mais bravo, conclusion. Bravo, parce que nous, on a suivi toute l'épopée de Thierry, on continuera d'en parler. Et bravo, parce que franchement, c'est n'importe quoi. On a Stéphane sur la page Facebook qui n'a pas écouté complètement l'émission. Stéphane, vous allez me recopier 10 fois. J'écoute correctement quand Laurence, Jean-Luc et notre invité Alexandra explique. Il dit une fois, c'est signalé, que se passe-t-il? Donc en fait, voilà, vous nous avez expliqué qu'il y avait certains maires qui rabotaient, ou d'autres, il fallait un petit peu insister, mais généralement, les maires réagissent plutôt pas mal, hein. De mieux en mieux, bien sûr, parce que y avait ces fameuses recommandations officielles entre guillemets, mais tout est dans la rhétorique administrative. Une recommandation, c'est pas un règlement, c'est pas quelque chose qui entre dans le cadre de la loi. C'est juste, on vous dit, tiens, ce serait pas mal de faire ça, et ça ne peut pas remplacer un décret. Absolument pas. Légalement, c'est pas le cas. J'en profite pour passer un petit message personnel. François, qui est un de mes amis, qui est maire d'un petit bled en province, si tu nous entends, eh bien rabote enlève ce fameux ralentisseur à l'entrée du village, qui est dans une zone à 50 d'ailleurs. Hein, donc, en plus. Voilà. Après, ils ont mis des ralentisseurs et c'est après qu'ils ont passé la zone à 30. Mais là, il n'y a pas de panneau. C'est le sujet de toute façon qui reviendra. Nous, on appelle ça un marronnier dans notre jargon de journaliste, c'est-à-dire que ça reviendra tout le temps. Voilà. Mais tant que le problème ne sera pas réglé, on en parlera. Mais ça a bien avancé là. Ça avance. Merci Alexandra en tout cas. Je vous rappelle le nom, ActiveRoute. Vous pouvez aussi le trouver sur Internet de toute façon et sur les applications sur vos téléphones. Allez, on vous embrasse Alexandra. Bon week-end et profitez-en. Il y a bientôt le Black Friday pour aller changer votre téléphone. Non, je vous taquine. À suivre la question de Jean-Michel au 0826 300 300. Et vous savez que si vous avez des questions à nous poser, nous sommes là pour vous également. Plusieurs façons de fonctionner. 0826 300 300, Najed vous accueille dès maintenant. Vous nous écrivez un mail, je participe @sudradio.fr, vous mettez votre question, tous vos coordonnées. Et puis après, on vous rappelle, et c'est le cas pour Jean-Michel. Salut Jean-Michel. Bonjour Dame Laurence, bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Jean-Michel. Oh, quel chouette accent. Quel chouette accent. Vous êtes où Jean-Michel? C'est l'accent de Jamy de Saint-Sauvy, une riante petite commune du Gers. Oh, on aime bien. Alors Jean-Michel, il a fait quelque chose, c'est qu'il était un peu inquiet de ne pas avoir de nos nouvelles. Et sur la page Facebook, il a dit « Ouh, les copains, vous êtes toujours... » Non, on est là, on a même, pour vous répondre, on a même pris un spécialiste. Ah,
voilà. Super. Voilà, il arrive pour un nouveau combat, vous le connaissez, c'est un habitué de l'émission. Il est avec son peignoir léopard, il arrive dans le studio. C'est pas mal. David de Regnocourt, DG de Sfertech. Bonjour David. Bonjour David. Alors j'ai une question intime à poser. Vous avez ce peignoir léopard? Là, Laurence, vous savez, je peux pas vous répondre parce que entre la distance physique entre vous et moi et la proximité de cœur, vous demeurez un fantasme. Alors, restons. Alors, Brigitte, là, si tu nous écoutes, excuse-nous de faire une petite dérive le samedi matin. Bon. Alors, sérieusement. Allez, Jean-Michel. Alors, ça va être moins poétique parce qu'on va parler de prévidange. Est-ce que c'est poétique Alors, on vous écoute, Jean-Michel, parce que vous allez voir. Alors, juste une chose que tu voulais dire. Voilà, je précise ça, que la question va intéresser tous ceux qui roulent avec une voiture thermique, ça veut dire pas mal de monde. Et on va peut-être vous apporter une solution pour fiabiliser le PureTech en même temps. Voilà, le fameux 1 litre 2 PureTech. Alors, on vous écoute, Jean-Michel. Jean-Michel. Tout à fait. Alors, personnellement, le PureTech, j'ai pas, et heureusement, je suis heureux. Donc, moi, c'est plus, donc, j'ai entendu parler récemment des produits de prévidange, nettoyant de circuits d'huile, et je me posais la question de savoir si c'était une bonne idée de faire ça sur un moteur qui n'a jamais bénéficié de ce type de traitement dans sa prime jeunesse. À savoir, aujourd'hui, j'ai 2 moteurs HDI 90 sur un Xara Picasso et sur une C4 phase 1. Et c'est des moteurs qui ont plus de 200 000 km et qui n'ont jamais bénéficié de ce type de traitement de prévidange. Alors, je me posais la question de savoir si c'était une bonne idée de faire ça aussi tard, parce que j'ai peur de décoller certaines saletés, en fait, certaines impuretés. Et ça me fait un petit peu peur. Je me dis, voilà, est-ce que c'est le bénéfice-risque vaut-il la chandelle? Est-ce que le moteur durera plus longtemps ou est-ce qu'au contraire, je risque de l'abîmer par décollage en fait de certaines crasses? Bon, David. Ça, c'est une question claire. Voilà. Bon, alors Jean-Michel, j'ai envie de dire que sans le savoir, vous le faites déjà, le nettoyage, mais vous le faites un peu, mais sans vraiment jamais aller au bout de l'histoire. Je m'explique. Un peu comme Laurence quand elle se lave et qu'elle prend pas le savon, quoi. C'est ça. Elle le fait un peu, mais va pas au bout de l'histoire. Ne tuez pas le fantasme, mon imaginaire. Non, alors vous oubliez Laurence sous la douche, on repart sur la prévidange. Jean-Luc. Non, n'oubliez pas. Pardon. Non, ce que je veux dire, c'est que peu de gens savent que finalement, le rôle d'une huile, quand vous vidangez, quand vous mettez une huile, souvent les gens changent l'huile, mais il ne faut pas de vidange. Alors je suis provocateur, je m'explique. Une huile contient jusqu'à 1 voire 3% pour certaines de nettoyants dispersants en elle. C'est-à-dire que le rôle d'une huile, c'est de maintenir un moteur propre. En fait, l'huile, elle est un peu schizophrène. Elle doit être à la fois graissante, lubrifiante, mais elle est là aussi pour absorber des gommes, des vernis et des contaminants comme de l'essence ou du gasoil qui la détruisent. Donc, les gens sont habitués à mettre une huile propre dans un moteur sale et tirer la jauge au bout de 3 minutes pour regarder si le niveau est bon et de ne pas être étonné que l'huile est noire. Alors, ils disent, tiens, c'est bon le niveau. Ouais, c'est bon, le niveau est beau, c'est bon. Donc en fait, Jean-Michel, sans le savoir, vous nettoyez à chaque fois un peu votre moteur, sauf que les dopes qui sont dans votre huile neuve sont directement saturés. C'est-à-dire qu'ils font leur job, c'est un peu comme une éponge qui absorbe de l'eau. D'accord. En fait, il faudrait le bout de l'histoire, c'est-à-dire que, alors en nettoyant prévidange, il y a deux catégories. Il faut surtout pas utiliser les nettoyants prévidange qui contiennent des solvants. Parce qu'en fait, un solvant, ça casse la viscosité de l'huile quand on l'utilise. C'est comme si vous versiez un verre de white spirit dans votre huile, ça casse la viscosité. Hein. Les gens qui ont connu les voitures anciennes, dans le temps, on avait des pressions d'huile. Donc si vous aviez une jauge de pression d'huile, vous verriez qu'avec un produit comme ça, la jauge s'allumerait. Ce serait une catastrophe. Or, il existe sur le marché ce qu'on appelle des détergents dispersants. Donc c'est la même chose que ce qu'il y a dans les huiles, sauf que vous allez transformer votre vieille huile, vous allez la transformer en huile de rinçage. Et donc du coup, vous allez pouvoir vraiment éliminer les contaminants et tous les dépôts, finir le boulot et ne pas rouler avec une huile qui, voilà, vous mettez votre huile neuve, elle fait son job et puis vous restez 20 000 km avec et vous la vidangez dans 20 000. Et 20 000 plus loin, vous en remettez une autre et à chaque fois elle est saturée. Donc une fois pour toutes, nettoyez, ajoutez un détergent dispersant, vous faites un bon rinçage et vous verrez votre huile. Il faut rouler combien de kilomètres après avoir rajouté le produit? Quand on est sur des produits industriels, en industrie, il ne faut pas que ça casse, à la différence du grand public. Donc en fait, quand on a un produit comme ça, on peut rouler 30, 40, 50 km, on pourrait rouler même 5000 km. Ça ne change pas la viscosité de l'huile. Alors l'idée, c'est pas de faire ça, c'est de rouler 30 ou 40 km et de vidanger.
D'accord. Bon, alors ça, donc on nettoie son moteur avant de remettre de l'huile propre dedans. Il n'y a pas de risque, comme disait Jean-Michel, pour le turbo ? Non, du tout. Comment dire, ça va au moins éliminer ce que lui n'arrive plus à faire, puisque quand une éponge est en capacité maximale en absorption d'eau, elle peut pas absorber plus que ce qu'elle peut. Donc il faut absolument doper la vieille huile pour lui donner cette capacité d'éliminer. On rajoute des éponges dedans. Ouais. Voilà. Alors tout à l'heure, ça c'est une image. Oui. Tout à l'heure, je disais, on va peut-être aider ceux qui roulent avec des PureTech à casser moins. Expliquez-nous pourquoi, comment. Le 1,2 litre. Voilà. Mais en fait, c'est un phénomène qui touche en réalité tous les moteurs, mais plus certains que d'autres. C'est un phénomène qu'on appelle le phénomène de blow-by. En fait, blow-by, c'est un souffle qui passe au travers des segments. Je m'explique. Pour que les auditeurs comprennent un piston et un cylindre, c'est comme une pompe à vélo. Quand on utilise une pompe à vélo, elle chauffe. Et dans un moteur c'est pareil, il faut qu'il y ait une étanchéité entre le piston et les cylindres. Et l'étanchéité, c'est 3 petits anneaux, un peu comme les anneaux de Saturne, qui plaquent. Et le problème on appelle ça les segments, et le problème des segments, c'est que quand le piston descend, ils doivent se rétracter pour être étanches à la paroi, et quand le piston remonte, ils doivent se rétracter dans leur gorge. Avec le temps, c'est pas une chanson, mais voilà, vous voyez Laurence, on est connecté. Je l'ai pensé très fort. En fait, les gorges de segment et le segment, il y a une espèce de gommage, il y a une espèce de blocage. Et du coup, la pression de combustion passe au travers, le souffle passe au travers des segments. Et finalement, on vient polluer l'huile. Alors, il y a une espèce de passage de carburant, de résidus de combustion qui vont, donc du gasoil ou de l'essence, qui vont dans l'huile, qui vont diluer l'huile. Mais à contrario, on a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on bouffe de l'huile, quoi. On crame de l'huile. Et automatiquement, je veux dire, on a des consommateurs qui ont des PureTech et qui font 2 litres d'huile tous les 5 minutes. Parce que vous allez souffler en fait dans le carter moteur, il y aura plus de pression dans le carter moteur, vous allez rajouter aussi, vous l'avez dit, soit du gasoil, soit de l'essence, et donc avec cette pression et ces liquides supplémentaires dans le carter moteur, on va avoir une aspiration. Puisqu'il y a une surpression, on va avoir une aspiration. Parce que alors, je vois Laurence qui est perdue. Ça y est là, je me mets à la place de ceux qui écoutent. Mais non, quand vous avez un piston qui monte et qui descend, on comprend bien que quand il descend, il va imprimer une pression dans le bas moteur. Oui. Et il va y avoir des vapeurs d'huile qui vont être créées. À partir du moment où il y a un mouvement de brassage d'un liquide sous pression, il y a forcément des vapeurs, et ces vapeurs d'huile dans un moteur sont réaspirées par l'admission pour éviter de rejeter à l'extérieur, pour éviter la pollution. Si vous avez un excès de pression dans le bas moteur, vous allez avoir beaucoup de vapeurs d'huile qui vont remonter, qui vont être absorbées par le moteur, et ça va encrasser le moteur. Et c'est en fait un phénomène... mécanique, quoi. Mécanique mais c'est un cercle vicieux en fait. Plus vous allez avoir ce phénomène-là, plus il va accroître le phénomène, etc., etc. Donc votre moteur va consommer beaucoup d'huile, ce qui est le cas des PureTech, et on risque d'arriver à un moment où on aura une casse. Donc David, on est d'accord qu'un nettoyant moteur avant vidange permettra d'éviter ce phénomène. Ça permet d'avoir une belle étanchéité au niveau des cylindres, d'éviter les fuites d'huile, d'éviter la consommation d'huile, et puis on a aussi des moteurs plus silencieux, il y a moins de... Et comme le redemande tous ceux qui sont sur Facebook, qui c'est qui m'a posé la question, la mince, j'ai perdu, on le fait avant la vidange. On roule 40-50 km avec son produit avant vidange. Comme l'a dit David, attention aux produits qui sont solventés, donc... mais là il nous faut une minute de plus. C'est écrit, en général les produits solventés, vous pouvez pas rouler avec. On vous dit laissez tourner le moteur sur place. Et puis quand vous l'avez dans la main, c'est liquide comme de l'eau, c'est pas visqueux, donc c'est assez facile à séparer le bon grain de livret. Super, très bien. Et ils ont un nom ces produits ? C'est des nettoyants circuits d'huile. Ok, super. Merci beaucoup. David, à très bientôt en Belgique. À bientôt. Au DSK. Par exemple. DSK Club. Ouais. Oh, mais c'est pas vrai. Jean-Michel, merci d'avoir posé la question. On vous abandonne rapidement. Juste une toute petite question de 1 minute. Non, on peut pas. Non, Jean-Michel, je peux pas. On peut pas. La dose, c'est écrit sur le bidon. Voilà. Désolé Jean-Michel, mais là je me fais gronder par Marie qui réalise cette émission, qui est en train de me tordre le cou parce qu'on a déjà pris 3 minutes de retard. Je suis désolée. Donc tout est marqué sur le bidon. Excusez-moi Jean-Michel de vous sortir de l'émission comme ça. Allez, une pause et puis on va essayer la mini. Là on a au moins 2 heures d'émission devant nous.
Et ce volant, vous allez le retrouver sur la page YouTube de Sud Radio avec la vidéo complète réalisée par l'ami Jean-Luc et en extrait dès maintenant. Oui. C'est parti sur la page Facebook. Il s'agit de la citrouille de la semaine puisque c'était... Oui, je sais. Voilà, bon. Couleur citrouille. Non, oui, c'est la Mini S-Man qui vient combler le vide qui existait entre dans la gamme Mini entre la Cooper et la Countryman. C'est un petit SUV 100% électrique qui emprunte sa ligne générale à son grand frère et sa base technique à sa petite sœur. Alors concrètement, l'S-Man adopte des phares carrés, j'apprécie pas trop, moi. Des passages de roues partiellement carrés eux aussi, j'apprécie pas non plus. Alors que ça tranche un peu avec les formes rondes de la poupe de la voiture. Bon, le style, je suis pas super fan. Je préfère la Mini Cooper et je comprends pas qu'ils aient pas repris les lignes de la Mini Cooper. On en a parlé avec les gens de Mini, ils m'ont dit voilà, donc j'ai pas eu de réponse. En revanche, c'est le juste milieu en termes de taille, avec 4,08 m de long sur 1,75 m de large, donc ça reste une citadine. Sous le capot, la mécanique est identique à la récente Cooper électrique. Sur notre version SE, on trouve un moteur synchrone et aimant permanent qui développe 218 chevaux et un couple généreux de 330 Nm. Il est alimenté par une grosse batterie sur la SE, enfin on dit grosse, parce qu'il y a deux capacités qui sont disponibles, de 54,2 kWh, ça fait 49,8 kWh utile. Ce qui est beaucoup moins généreux que la mécanique, c'est le coffre de cette Mini S-Man. Sous le haillon arrière, on a un coffre de 300 litres de capacité, c'est un peu juste pour une petite familiale. De même, si l'S-Man offre 5 portes et 5 places, celles qui sont dévolues aux passagers arrière ne sont pas très généreuses. Il faudra se consoler avec une impression d'espace qui est offerte par le toit panoramique en verre. C'est une option, il y a beaucoup d'options chez Mini. Alors c'est des packs d'options aujourd'hui. Et puis la présentation assez aérienne de la planche de bord que je trouve très réussie. Alors comme le Countryman qu'on avait essayé il y a quelques mois, l'intérieur de l'S-Man se part d'un habillage en textile. Paradoxalement, c'est vraiment paradoxal, je trouve la qualité perçue meilleure dans cet S-Man qu'à bord du Countryman. Pourtant, le Countryman est fabriqué en Allemagne et l'S-Man, elle est fabriquée en Chine. Comme quoi, vous voyez, les idées reçues, il faut les oublier. Ici aussi, l'instrumentation est principalement regroupée sur un grand écran central OLED de 24 cm de diamètre. C'est un peu complexe à appréhender au premier abord, mais on finit par s'y faire, d'autant qu'il y a des fonctions que je trouve plutôt sympas, comme les différentes ambiances. Il y en a une qui rappelle les Mini d'autrefois. On peut afficher comme un gros compteur rétro, ça c'est sympa. Heureusement, il y a quand même quelques touches raccourcies et des boutons physiques pour le volume du système audio, les changements d'ambiance, le démarrage et le passage des vitesses. Quand je dis passage des vitesses, c'est pour marche avant, marche arrière, parce que c'est une voiture électrique, donc il n'y a pas de vitesse. Avec les grandes roues optionnelles de 19 pouces, le confort, il n'a pas le moelleux que moi j'attends d'un SUV. C'est pas aussi tape-cul que les Mini d'autrefois, mais ça reste ferme. La contrepartie, c'est qu'on a une voiture qui est très dynamique. Le roulis est parfaitement maîtrisé et puis les changements d'appui sont vifs malgré les 1800 kg, parce que c'est une Mini de 1800 kg quand même. Cette sensation de vivacité elle est renforcée par la générosité du moteur qui répond toujours présent. 0 à 100, 7 secondes une, ça pousse. Au point parfois de mettre d'ailleurs la motricité à mal. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une traction et de temps en temps, c'est vrai qu'on a les roues qui patinent même sur le sec. Mais ce qui étonne le plus, c'est que malgré ce tempérament tonitruant, notre SS est soldé par une consommation moyenne de seulement 14,4 kWh au 100. C'est une frugalité qui est due en partie, alors attention, ça va être technique Laurence, à un onduleur qui fait appel à des transistors MOSFET. Ça y est, je vous ai perdu. Non. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'onduleur? C'est ce qui transforme le courant. C'est du courant continu dans une batterie en courant alternatif pour alimenter le moteur. Vous voyez quand même que je suis. Ça permet d'augmenter le rendement à 94%, c'est excellent. Et donc l'autonomie réelle en parcours mixte approche les 350 km pour 406 revendiqués en cycle WLTP. Bon, c'est bien. En revanche, Mini aurait pu faire un peu mieux en matière de recharge. On a une puissance maxi de 11 kW en courant alternatif et de 95 kW en courant continu. Mais la plus mauvaise nouvelle, ça sera sans doute son prix au moment de passer à la caisse. En effet, alors
attendez, parce que Mini a quand même revu le mode de commercialisation afin de pouvoir baisser les prix. En gros, il n'y a plus de concessionnaires. Je ne veux pas rentrer dans le détail, il faudrait une émission pour en parler. Mais donc, ça a permis de baisser les tarifs. Mais malgré ça, notre Mini, Aceman SE Favored, Pack Plus, s'affiche à 46 160 €. Il n'y a pas de bonus puisqu'elle est fabriquée en Chine. Et surtout, cette semaine, on vient effectivement d'apprendre qu'il y aurait des surtaxes sur les véhicules fabriqués en Chine. J'ai posé moi la question au directeur de Mini en disant alors vous allez faire quoi s'il y a effectivement cette surtaxe? Je l'ai essayé lundi mardi. Donc la décision a été prise en fin de semaine. Ils m'ont dit les véhicules commandés seront livrés au prix commandé. Ce qui veut dire que ceux qui n'ont pas encore été commandés vont sans doute avoir une augmentation de prix. Donc c'est déjà chaud là, à 46 000 €. Ça va sans doute augmenter jusqu'à 50 000, à mon sens. Donc mais au-delà de son prix, c'est trop cher. Au-delà de son prix, vous n'aimez pas trop sa bouille, comme beaucoup de réactions sur Facebook. Ouais, j'aime pas trop sa bouille. Moi, je préfère la bouille de la Mini Cooper avec les phares ronds, etc. Je partage ce sentiment. Et il faut éviter les roues de 19 pouces, qui était une option sur notre modèle d'essai, parce que c'est trop raide. Il y a Kevin qui dit boudu, c'est vilain sur la page. C'est pour ça que j'ai rigolé. Mais oui, c'est vilain. Non, mais c'est l'expression boudu, c'est vilain. Et puis Stéphane qui dit mais pourquoi quand vous avez filmé derrière, c'est une des lettres du SE. Non, c'est une des lettres de l'alphabet. Mais pourquoi ce cul? Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Merci beaucoup. On retrouve bien sûr en tout cas l'intégralité de cet essai. Oui, là vous le verrez plus dans le détail. Il y a plein de petits trucs rigolos. Mais c'est une voiture. Vous avez fait ça dans le Gard. Vous avez tourné dans le Gard, c'était très beau. C'est une voiture très sympa à conduire, mais un peu trop raide et trop chère. Et trop cher. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, tout sur la page YouTube de Sud Radio. Vous pouvez aussi retrouver le replay sur la page internet de Sud Radio. Et quant à nous, on va dans quelques instants se retrouver. On va parler du leasing social, mais côté assurance. Et si l'assurance du leasing était plus cher que le leasing, vous voyez l'idée? Vous restez avec nous pour en savoir plus. Ce sera dans quelques minutes. Et nous allons parler des assurances de leasing social en accueillant Christophe Dandois, qui est cofondateur de la Néo-Assurance Léocare. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Alors c'est quoi ce sujet Jean-Luc? Le leasing électrique, ça c'est le vrai nom, c'est leasing électrique. On a rebaptisé le leasing social car il doit normalement profiter aux foyers les plus modestes. Ça permet de bénéficier sans avoir besoin d'acheter le véhicule d'une voiture électrique. Alors en général, c'est une petite voiture électrique à un prix très intéressant puisque c'est pas forcément 100 €, c'est aux alentours de 100 € par mois. Ça peut aller jusqu'à 150 € par mois. Ça a été une formule vraiment à succès puisqu'il y a eu 50 000 foyers modestes avec des guillemets qui ont pu en profiter. Pourquoi je dis modeste avec des guillemets? Parce que je ne comprends pas comment des gens qui ont des revenus extrêmement faibles peuvent quand même dépenser 150 € par mois pour. Mais il y a eu un gros succès, souvenez-vous qu'il y avait des bouchons. Oui, bien sûr. Et surtout, c'est là que le bas blesse, on a oublié dans ce leasing social d'inclure l'assurance, Christophe. Oui, c'est-à-dire qu'on a milité, je pense que c'est le terme, pour essayer de mobiliser les autorités, le gouvernement précédent, puisque c'était à ce moment-là qu'a été lancé, pour justement démontrer que l'enjeu d'un accompagnement social, c'est bien, comme vous l'avez dit Jean-Luc, d'avoir une vision globale du coût mensuel que représente cette voiture. Et donc quand on parle d'un véhicule neuf, il n'y a pas de surprise, l'assurance est un peu plus chère. Peut-être qu'on parle aussi de gens qui sont un peu plus jeunes et donc qui ont un fameux bonus-malus un peu plus élevé. Et derrière ça, peut-être dans des situations, des localisations et des contextes de stationnement, parce que vous savez que ça joue aussi sur l'assurance, ce qui fait qu'au global, vous avez des voitures, comme vous l'avez dit Laurence, entre 89 et 150 €, c'est à peu près ça l'écart entre les différentes typologies de véhicules. Et bien vous vous retrouvez à rajouter quasiment le montant de votre leasing en assurance. Et donc c'est pour ça que on avait manifesté à plusieurs reprises de trouver finalement des systèmes permettant à ces personnes bénéficiant du leasing, d'avoir un modèle économique global, disons-le, le tout en un, pour pouvoir avoir une vraie vision sociale de cette offre. On peut avoir, il y a 2-3 exemples, parce que c'est bien d'avoir des exemples concrets, de dire voilà, tel véhicule en leasing social, ça coûte tant, et l'assurance, si on habite à tel endroit, si on est jeune conducteur, ça coûte tant. Vous avez quelques exemples à nous donner, Christophe ? Oui,
Alors, je vous ai pris, on va dire, trois régions. Hein. J'ai pris la région Île-de-France, j'ai pris bien sûr le Sud, j'ai pris la région PACA, et puis j'ai pris la Bretagne, et puis en essayant de comprendre entre quelqu'un qui a plutôt ce qu'on appelle un bonus-malus de 50 et quelqu'un qui a plutôt un bonus-malus de 90. Eh bien, déjà, entre les régions, alors ça c'est factuel, ça n'a rien à voir avec le leasing social, c'est plutôt lié aux aspects d'accident et aux sinistres. Vous avez à peu près un écart de 30 à 40%, pour faire simple, entre la province et Paris, donc ça représente quelques dizaines d'euros. Mais si on est vraiment dans le détail, entre un véhicule que j'aurais pris en leasing social de 150 euros par mois, en tant que presque jeune conducteur, je suis à 117 euros. Donc vous voyez, donc 150 euros de leasing, et je me retrouve à payer presque autant, 117 euros d'assurance, par mois. Hein, on reprécise, hein, c'est par mois. C'est par mois. Alors oui, il y a quelque chose de pernicieux dans ça, c'est que si aujourd'hui on est obligé d'avoir une assurance pour pouvoir immatriculer un véhicule, hein, il faut présenter le certificat d'assurance. Il n'y a rien qui vous empêche le mois d'après de ne plus payer votre assurance. Alors c'est bien le risque, Jean-Luc, c'est-à-dire que ce que l'on cherche à faire, on comprend la dimension sociale. C'est vrai que le véhicule électrique est un véhicule plus cher, la volonté de l'État est de le rendre accessible à tous, et aussi pour des enjeux carbone. La problématique, c'est que au moment où vous regardez le coût, il ne faut pas que quelque part la personne soit prise en otage, et c'était votre introduction, pour se retrouver non plus à payer 150 euros comme on le disait, mais plutôt 267 euros ou 300 euros par mois. Et on pourrait être peut-être tenté, je réutilise vos guillemets de tout à l'heure, Jean-Luc, à se dire que au bout d'un certain temps, on va arrêter finalement l'assurance, parce que de toute façon, si on arrête le leasing, on ne pourra plus avoir la voiture. Alors, bien évidemment, vos auditeurs le savent, c'est obligatoire, et on va surtout leur dire de ne pas jouer avec ça, même y penser, vu les enjeux que ça représente. Mais ça peut être le risque. Et donc, peut-être pour cette deuxième lancée du leasing social, peut-être qu'on sait qu'on est plutôt en période de disette, mais en tout cas, si on veut conserver cette dimension sociale. Et puis, comme vous le disiez aussi, Jean-Luc, n'oublions pas que c'est la première année. Une voiture neuve peut-être garée dans un quartier à l'extérieur qui sera peut-être plus souvent abîmée, sinistrée, a des conséquences aussi pour l'assurer l'année suivante. C'est-à-dire que là, on a parlé de 117 euros la première année, mais vous savez que la deuxième année, vous pouvez avoir un sinistre. Ça a des conséquences sur votre fameux bonus-malus, et donc ça va augmenter votre assurance. Donc d'un modèle social, vous vous retrouvez à pénaliser finalement le budget d'une famille. Oui, on peut le savoir dès le départ. J'imagine que quand vous inscrivez pour le leasing social pour un type de véhicule, on va prendre un exemple concret, la Citroën IC3 qui a très bien marché, hein, puisque même Citroën a eu du mal à les livrer avant la fin du leasing social, ce qui va leur coûter un petit peu d'argent d'ailleurs, puisque c'est eux qui prendront en charge ce que l'État n'a pas pris en charge. Donc on est aux alentours de 100 euros par mois. On peut demander une estimation du prix de l'assurance au moment où on s'inscrit pour le leasing social, afin de ne pas avoir de mauvaises surprises? Alors, ça, Jean-Luc, ça faisait aussi partie de notre militantisme pour cette offre sociale, qui était d'avoir embarqué quelque part dans le parcours et la voiture et l'assurance. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, on vient plutôt sur le parcours du constructeur, et puis c'est à cet endroit quelque part que l'on a la visibilité financière de ce leasing social, et le parcours assurance est décorrélé. Donc on va faire simple, il vaut mieux ouvrir, on va dire, 2 fenêtres de votre explorateur, de votre PC ou de votre mobile, et en fonction du véhicule que vous avez choisi, de tout de suite faire la simulation, pour pas vous retrouver dans des situations, on va dire délicates. Mais c'était notre proposition, en tout cas au gouvernement précédent, qui était d'amener un portail unique qui permettait justement d'avoir cette vision clé en main, et peut-être d'être plus rassurant, j'ai même envie de dire moins dangereux pour le budget des Français qui ont bénéficié de cette offre sociale. On va rappeler juste une chose pour qu'on se situe bien, c'est que les foyers qui peuvent bénéficier du revenu social, du leasing social, le revenu fiscal de ces foyers ne doit pas dépasser 14 089 euros. 14 089, vous ne pouvez pas dépenser 300 euros par mois pour un véhicule, c'est pas possible. Il y a un truc qui me... Et est-ce que ce ne serait pas la solution du coup de proposer une assurance au kilomètre, pour le coup là? Puisque comme on sait que 80% du temps la voiture elle roule pas, qu'il y a une moyenne de 50 km jour. Alors, vous avez raison, Laurence, ça peut être une solution.
Maintenant, lorsque l'on regarde, et on voit qu'il y a quand même quelques études qui sont en train de ressortir sur l'usage, les personnes qui viennent chercher ce leasing social viennent aussi le chercher parce qu'elles ne sont pas forcément une population urbaine au sens direct dans la ville, et elles utilisent plutôt ce véhicule pour aller au travail. Et donc l'assurance au kilomètre est intéressant lorsque vous faites quelques milliers par an, vous voyez, pas plus, sinon après l'assurance au kilomètre n'est pas intéressante. Et donc vous vous retrouvez à l'inverse avec quelqu'un à qui on offre un leasing social qui a besoin de son véhicule, donc il va faire beaucoup de distance. Sans surprise, plus vous faites de distance, plus quelque part vous êtes exposé au risque, et donc d'avoir un sinistre, et donc d'être pénalisé quelque part sur votre assurance. Donc c'est pas ce qu'on recommanderait justement pour comme bon conseil à vos auditeurs. On peut pas décider de mettre sa voiture dans un parking quand on n'en a pas, mais voilà, il y a peut-être quelques solutions, quelques exigences qu'il faut avoir pour éviter d'être confronté à ça. Christophe Dandois, cofondateur de la néo-assurance Léo Caire, je vais faire un appel d'ailleurs sur Sud Radio, puisqu'on parle vrai. Si vous qui nous écoutez, profitez du leasing social et que vous avez actuellement une voiture de ce type, appelez-nous tout de suite au 0826 300 300 pour nous dire combien vous payez d'assurance. Christophe, aujourd'hui on n'a plus la vignette, on n'est plus obligé enfin on a carrément plus, puisque les assureurs ne les envoient plus, on n'a plus la petite vignette verte sur le pare-brise qui était autrefois un petit peu, détournée. Il y en a qui faisaient des fausses vignettes comme ça, ils se pensaient à l'abri. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu plus précise avec l'abandon de cette vignette et puis le fichier centralisé du nombre de personnes non assurées en France ? Alors, on va l'avoir complètement au bout d'un an, puisque Jean-Luc, comme vous le savez, depuis le 1er avril 2024, il n'y a plus de vignette verte. Donc les assureurs n'ont plus l'obligation, ils peuvent l'envoyer s'ils le souhaitent, mais en tout cas, il n'y a plus besoin pour un assuré de l'exposer sous son pare-brise. Donc ce fichier dont vous parlez, Jean-Luc, donc le fameux fichier des véhicules assurés qui a été créé le 1er janvier 2019, permet donc à tous les assureurs, tous les 24 heures, de mettre à jour une voiture et, pour faire simple, le nom de l'assurance qui est associé. Et donc quand on aura vraiment fait tourner pendant un an complet, on aura assez simplement la réponse avec justesse à votre question. Mais aujourd'hui, on estime qu'on a entre 7 et 10% de véhicules qui roulent 10%. Sans assurance. On a 40 millions d'automobilistes, on a un parc de quoi, 30 ouais. Quelques millions. Et ce qui est surtout nouveau, c'est qu'on voit ça et là en effet des articles en train de surgir en disant le nombre de non-assurés explose. C'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que par le passé, un policier, un gendarme sur le bord de la route, comme le disait Jean-Luc, mettait un œil sur le pare-brise et voyait s'il y avait la vignette verte ou pas. Et quelque part, malheureusement, les gens pensaient être tranquilles en fraudant. Aujourd'hui, vous êtes arrêté à un feu, le policier a juste à regarder votre plaque d'immatriculation et avec son mobile, il a immédiatement la réponse si vous êtes assuré ou pas. Et donc, là où on s'en rendait compte que par des contrôles physiques, vous imaginez bien qu'entre un nombre de contrôles physiques que l'on fait en 1 heure à un carrefour et le nombre de contrôles visuels que l'on peut faire dans une application, peut-être qu'il est du simple au triple ou au quintuple. Donc d'un seul coup, la réalité, je dirais, ressurgit. Et au moins l'avantage de cette dématérialisation, au fur et à mesure de la digitalisation du monde de l'assurance, peut-être qu'il y aura la sanction, mais peut-être qu'aussi on peut parler de prévention, c'est-à-dire sortir d'un parking ou sortir d'une autoroute et d'avoir sa plaque d'immatriculation en indiquant qu'il semble y avoir un problème avec son assurance. Peut-être que là aussi, on peut aller dans quelque chose d'un peu plus didactique. Puis il n'est pas exclu que les nouveaux radars puissent aussi verbaliser les voitures qui n'ont pas d'assurance, puisqu'à partir du moment où on enregistre votre plaque, voilà. C'est clair. De toute façon, on va... Et puis, il suffirait même pas que l'IA s'en mêle de tout ça, et là, on n'est pas sorti d'affaire. En tout cas, merci d'avoir été aussi clair, Christophe Dandois. Donc, si vous voulez profiter, on espère que le leasing social sera prolongé là, en 2025. On n'est pas encore sûr, mais si vous voulez en profiter, pensez à vous renseigner sur le coût de l'assurance avant. Très bien. Et puis voilà, il y a Julien aussi qui dit sur la page Facebook, ça doit être une voiture à tarif social, ça reste une voiture neuve avec les contraintes qui vont avec, assurance tout risque, plus cher, etc., etc. Allez, on continuerait, on reviendra sur ce sujet impactant également pour beaucoup d'entre nous. Tout de suite, on va faire une pause avant le retour de l'info. Et puis on vous donne le rendez-vous à suivre. Ce sera le rendez-vous du pneu. Bah oui, parlons pneu, et ce sera avec Dominique S, notre président du syndicat du pneu.
Vous accueillir si vous nous rejoignez à l'instant sur Sud Radio. On parle auto, c'est jusqu'à midi. Avec vous, l'ami Jean-Luc, un petit tour d'horizon de ce que l'on va présenter sur cette seconde heure. Entre autres, à la fin, des awards de on va parler des Automobile Awards, un partenariat. Elle veut pas que vous parliez, en fait. Sud Radio, voilà, on parle vrai, mais on me coupe la parole. On m'empêche de m'exprimer. On vous coupe la voix. Ouais. C'est un scandale. C'est un scandale. On m'empêche de prendre la parole. Et donc là, du coup, vous comprenez la génération de l'ami Jean-Luc. Alors, on va parler de ça, mais pas seulement. Il y a beaucoup de questions d'auditeurs dans cette seconde heure. C'est marrant à dire ça. Qui va générer des vrais sujets. Ce sera le cas, entre autres, pour les pneus. Mais vous allez nous faire découvrir une voiture qui m'a fait complètement craquer ce matin. J'adore. Elle s'appelle la Burton. Vous allez me dire, c'est quoi ça? Eh bien, si vous avez une 2 chevaux et que vous voulez la transformer en voiture super sexy, attention, je dis pas que la 2 chevaux n'est pas sexy d'origine. Elle a un vrai charme. C'était ma première voiture en plus, donc forcément il y a un petit côté émotionnel qui va avec. Mais on peut transformer une 2 chevaux en vrai roadster de sport, et surtout la voiture va être homologuée en France. Et ça, c'est la grosse nouveauté. Alors, c'est pas encore tout à fait fait, mais on aura Stéphane Vimez, le directeur général du Mirai Club de Cassis, avec nous pour en parler. Vous allez voir que cette voiture, vous pourrez la découvrir en plus la semaine prochaine sur le salon Époque Auto à Lyon. Ouais, très bien. Tiens, d'ailleurs, on a Cédric sur la page Facebook de Sud Radio qui nous dit que vive les Youngtimers. Il sera sur le salon Époque Auto. Cédric, on vous salue. Allez, tout de suite, on va commencer notre rendez-vous avec le sujet pneus, et on va accueillir du boudin, voilà. J'adore ça. Ouais. Moi j'aime tout, mais j'aime bien le boudin. Tiens, vas-y, balance ton sang. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus. Parlons bien. Et parler de boudin juste après Halloween, moi je trouve que ça marche aussi. Mais c'est pas pour ça que je vous accueille suite à ça. Xavier, bonjour. Bonjour Xavier. Oui, bonjour Laurent, bonjour Jean-Luc. On va aussi accueillir tout de suite Dominique S de Paris qui va nous répondre. Non, il n'est pas de Paris, Dominique S. Dominique Stemfeld, le président du syndicat du pneu. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, bonjour Xavier. Vous avez le sourire dans la voix. Ouais. Et puis comme j'ai de moins en moins envie de bosser, la question d'après a trait aussi aux pneumatiques. Donc Dominique va rester avec vous. Allez-y. Et je vais faire un tour de Burton. Tiens. Bon week-end Jean-Luc. Alors Xavier, on vous écoute. Oui. Non, j'ai une question concernant mon équipement pour l'hiver. Jusqu'à maintenant, j'avais une voiture 2 roues motrices où je mettais des pneus hiver que je ne citerai pas, mais de très bonne qualité. Allez-y. Si, vous pouvez. C'est des Alpin 6. Donc Michelin. Michelin Alpin 6, j'en étais très content. Et là, nous venons de changer. Nous avons pris une voiture 4 roues motrices, une Mazda 4 roues motrices. C'est quoi? Allez-y. Le CX-30. D'accord. Voilà, all-wheel drive, qui est très très agréable d'ailleurs. Mais on se posait la question, pour m'éviter chaque changement de saison, de changer mes jantes et tout le bazar. Enfin bref, je voulais savoir si je pouvais mettre 4 saisons sur ma 4 roues motrices et savoir si ces 4 pneus saison en 4 roues motrices étaient aussi efficaces que ma 2 roues motrices équipée en pneus hiver spécifiques. Alors, je vais vous poser une autre question derrière, mais vous faites quoi pour équiper votre véhicule en pneus hiver? Vous êtes d'abord dans quelle région? Je suis dans le sud-ouest. D'accord. Et je vais souvent en station. D'accord. Donc vous montez en haute montagne. On en profite pour rappeler que c'est le 1er novembre, donc hier, que la loi montagne est rentrée en vigueur pour cette saison. Bon, on en parlera peut-être un petit peu à la fin avec Dominique. Surtout, c'est vrai que c'est pouvoir arriver sans aucun problème en haut des stations et tout ça, quelle que soit la météo, pas me retrouver en galère. Voilà. Donc la vraie question, c'est est-ce que une 4 roues motrices avec des pneus 4 saisons, c'est aussi efficace sur la neige qu'une 2 roues motrices avec des pneus hiver? Dominique Stemfeld. Alors la réponse, elle est un peu dans la question. La réponse est non. Pour 2 raisons. D'abord, l'efficacité maximale pour une conduite en conditions hivernales sévères, ce qui est le cas quand vous montez en haute montagne, c'est effectivement les pneus hiver, qui sont beaucoup plus efficaces, c'est clair, que les pneus toute saison. Et puis la deuxième raison, c'est que vous avez un SUV. Le SUV, c'est un véhicule qui est plus haut, qui est plus lourd, donc avec un centre de gravité plus élevé.
et qu'un pneumatique, il sert effectivement pour trouver de la motricité, mais il sert aussi pour arrêter le véhicule. Et là, en l'occurrence, vous avez un risque. Alors c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'effet luge, c'est que le poids supérieur d'un SUV entraîne le véhicule et le rend complètement inconduisible, immaîtrisable. Donc, surtout dans les descentes, on est d'accord, Dominique. Oui, surtout dans les descentes. C'est-à-dire qu'en fait, on met c'est la luge. sur le frein, en général, la luge, c'est vrai que ça va dans la descente plus. Ouais. Oui, a priori. Bon, donc la réponse est très claire. Ouais. Donc, si votre souci c'est la sécurité, et si vous posez la question, absolument, vous allez manifestement sécurité, efficacité, pas être embêté. Voilà. Et là, en l'occurrence, donc c'est 4 jantes. Voilà. Et alors, est-ce que je peux, ma voiture est équipée en jantes de 18 pouces, est-ce que je peux m'équiper en jantes de 16 pouces avec des pneus qui compensent bien sûr en hauteur pour, est-ce que je peux faire ce genre de... pour gagner un petit peu en confort et... Je ne connais pas dans le détail l'équipement de la CX-30. Si votre équipement 18 pouces, c'est un équipement optionnel, vous pouvez revenir à l'équipement d'origine. Je sais que le même modèle est équipé aussi en 16 pouces, donc voilà. Alors, s'il est équipé en 16 pouces, il faut que vous utilisiez tout simplement la dimension qui figure sur le livret de bord ou sur le descriptif du constructeur. Et là, il n'y a absolument aucun problème. D'accord, il y a une équivalence, il n'y a pas de problème. Ça vous coûtera moins cher. En plus, vous pouvez passer au Alpin 7, puisqu'il vient de sortir. Oui, qui sont très, j'imagine, plus performants qu'ils ont que même les 6 encore qu'ils avaient. Qui montaient, c'était incroyable. Hein, je veux dire, dans les Alpine 6, j'ai jamais eu aucun problème. Jamais tombé en panne, rien. Formidable. Bon, d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai dit une bêtise assez récemment. J'ai parlé de Continental qui avait inventé le pneu hiver. Et on avait déjà dans cette émission parlé de l'invention du pneu hiver. C'est Nokian qui a inventé le pneu hiver. Et bien avant que Continental n'invente le pneu lamellisé. Ça tombe bien, parlons des pneus hiver, puisque la loi montagne... 1934. Oh là là, attention, on a des historiens. Mais j'étais tout jeune à l'époque, alors c'est pour ça que je me souvenais pas bien. Et là, vous mettez la gomme, les gars, sur l'histoire, c'est cool. Rapidement, la loi montagne, mais alors, toujours pas de décret, hein, Dominique, hein. Non, toujours pas de décret. Bon, c'est curieux. Je trouve que c'est un peu malhonnête par rapport aux utilisateurs comme Xavier qui se soucie de rouler en toute sécurité pour lui et pour les autres usagers de la route. Donc c'est un mauvais signal qui est donné. Néanmoins, il y a quand même une attention à porter sur le bon équipement hiver. Vous interrogiez Léocard tout à l'heure. Léocard avait communiqué en disant qu'il se réservait la possibilité de ne pas assurer les véhicules qui n'étaient pas équipés. Moi, je conseille aux utilisateurs de bien regarder leur contrat d'assurance parce qu'il peut y avoir aussi un alinéa qui indique qu'il y a une obligation d'équipement ou de respect de la loi montagne quand on roule dans les zones concernées. Alors, pour tous ceux qui ne comprennent pas bien, la loi a été votée par le Parlement, donc elle existe, cette loi, mais il n'y a pas de décret d'application. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on ne peut pas être verbalisé si on ne respecte pas les termes de la loi. Non, alors on ne peut pas être verbalisé, mais par contre, les forces de l'ordre peuvent interdire l'accès à certaines routes. Il y a une obligation aussi, une responsabilité des employeurs vis-à-vis de leurs employés et ils ont l'obligation de leur confier des outils qui assurent leur sécurité. Dans les outils, il faut comprendre les voitures. Donc on est quand même dans un flou. Alors ça c'est dingue parce que je vais juste faire le rapprochement du fait que rien n'est encore voté, cette histoire de Paris où les 4 arrondissements du centre sont interdits à la circulation maintenant en trafic limité et il n'y a toujours pas de décret non plus et il n'y a toujours pas de verbalisation prévue. La préfecture a dit qu'ils allaient le valider. Hein, oui, donc, mais là aussi c'était validé puisque la loi existe pour les pneus. C'est-à-dire qu'on fait tout à l'envers, quoi. On peut pas faire les choses bien. On vote la loi après un décret d'application, mais il n'a pas été pris. Oui, ça fait quoi, 3 ans, Dominique, c'est ça? C'est ça. Ça fait depuis 2021. Alors il y a des politiques quand même qui ont travaillé sur la loi montagne, qui commence à sortir du bois en disant que c'est pas sérieux, c'est pas raisonnable. C'est pas sérieux. Puis on a un Premier ministre qui est issu quand même d'une zone montagneuse, donc lui il peut être au fait de la situation. C'est une histoire de sécurité, là, c'est pas comme Paris, c'est ridicule, mais... Contrairement à ses prédécesseurs, le nouveau Premier ministre,
il sait ce que c'est que la neige, donc j'espère que les politiques qui vont l'interpeller auront un gain de cause ou seront entendus. Voilà. Question qui arrive aussi, qui n'a rien à voir, mais je profite de votre présence, l'ami Dominique, même si on va vous garder après, puisqu'on a bien compris que Jean-Luc n'avait pas envie de travailler. On a plein de questions sur les pneus hiver, puisque on est sur ce moment où les gens vont faire la transition. Et là, on me dit, ce sont des gens qui habitent dans le sud. Par exemple, Aouche, il pose la question, faut-il monter les pneus hiver vu les températures encore douces? Il est du côté de Lyon. On a eu aussi un autre témoignage, il fait plus de 20 degrés encore dans mon coin, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends? Voilà. Si on est une zone où s'applique la loi montagne et qui fait 20 degrés, est-ce qu'on est quand même obligé de s'équiper en pneus hiver? Ou en dispositifs spéciaux? On imagine bien que les chaînes dans le coffre, elles ne vont pas servir s'il fait 20 degrés. C'est clair. Alors déjà, il faut préciser une chose, c'est que la loi montagne, elle autorise deux solutions en ce qui concerne les pneumatiques, c'est-à-dire effectivement les pneus hiver, mais également les pneus toute saison. Donc comme son nom l'indique, un pneu toute saison, il peut être monté toute l'année. Et d'ailleurs, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Les utilisateurs les achètent toute l'année. Quand ils remplacent leur pneumatique au printemps ou en été et qu'ils savent qu'ils doivent se rendre dans une zone concernée, ils s'équipent en été, en pneus toute saison. Donc ça, c'est déjà une part importante du sujet de la question qui est résolue. Et aujourd'hui, un tiers des pneumatiques vendus sont des pneumatiques toute saison. Alors après, pour répondre à la question de l'auditeur, ça dépend s'il va en zone concernée par la loi montagne. À Lyon, c'est des zones qui sont toutes proches. Et en l'occurrence, tout simplement pour des raisons légales. Oui, mais... Il faut s'équiper. Dominique, si on sort de cette loi hiver là, de cette loi montagne, juste, on le sait, il y a un moment dans l'année où il faut mettre des pneus qui sont adaptés à la température, que l'on soit à la montagne ou pas. Oui, tout à fait. Donc, si on sort de la loi montagne, et on fait quoi? On attend? Si on sort de la loi montagne et qu'on ne va pas dans les zones concernées par la loi montagne, on peut attendre, oui, effectivement. On peut attendre, mais on est d'accord que même s'il fait 20 degrés, que vous êtes dans une zone où s'applique la loi montagne, là, par contre, il faut la respecter et donc avoir des équipements qui sont des équipements hivernaux. Mais pourquoi pourquoi est-ce qu'on se chausse pas tous avec des pneus 4 saisons dès qu'on change nos pneus, en fait? Eh ben, c'est une bonne question, ma chère Laurence. Au moins, il y aurait plus. Mais ça m'arrive. C'est plus cher. Oui, c'est pas plus cher. Non, c'est pas plus cher. Plus. Non, justement, ça aussi. En plus. Alors, je vais être très clair là-dessus. Lorsque les pneus toute saison ont été mis sur le marché, ils étaient grosso modo entre 10 et 15% plus cher qu'un pneumatique été. Aujourd'hui, la loi de la concurrence a joué son rôle. Et on peut trouver des pneumatiques toute saison dont le prix moyen est sensiblement identique, voire inférieur aux pneumatiques été. Et puis j'ajoute une petite subtilité aussi, c'est que la loi autorise, quand on monte des pneumatiques à usage hivernal, donc ça peut être ou des pneus toute saison ou des pneus hiver, la loi autorise de descendre d'indice de vitesse, donc ça permet aussi, en respectant la loi, d'acheter des pneumatiques un peu moins chers. Donc au total, en fait, on peut s'équiper en toute sécurité sans payer de plus cher. Et ça, c'est important. Donc Laurent a raison, il vaut mieux s'équiper tout de suite d'emblée. La problématique, c'est généralement on change jamais nos 4 pneus d'un seul coup. On fait ceux de derrière ou de devant, enfin ceux qui sont le plus usés, donc on change par 2 et on se dit oui, mais alors du coup j'en ai encore 2 de bons. Voilà. Mais il y a un moment, si on passe aux 4 et ça peut être bien. Je vais le faire moi d'ailleurs là. Ça y est, c'est parti. Bon, bisous. Fort bien. Juste 2 précisions. La première, c'est que le faire maintenant, c'est éviter les queues en cas de refroidissement de la température chez les monteurs de pneus. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il y a de plus en plus de dimensions très spécifiques, très particulières sur les véhicules. Et quand on utilise un véhicule dont les dimensions sont particulières, il vaut mieux anticiper un peu parce qu'il peut aussi y avoir des problèmes d'approvisionnement sur des pneumatiques spécifiques. Donc anticiper, c'est quand même une bonne idée. Ouais, mais en règle générale, pour tous les sujets, c'est bien d'anticiper. Et ça fait une bonne transition pour la question d'après, puisqu'on va parler de la R5 électrique, donc qui a des pneus de dimension un peu spécifique. Voilà. Et avec une vraie question qui sera posée également. Normalement, Jean-Pierre nous rejoint. Voilà. Et Dominique reste avec nous. Et Xavier, salut, bon week-end. Merci Xavier. Merci à tous. On vous embrasse. Mesdames, mes concitoyennes femmes,
vous posez jamais de questions sur les voitures. Mais que se passe-t-il donc? Et si à la fin de l'émission, on aura Virginie. Ah, quand même. Parce que franchement, moi, je me sens un peu seule. N'hésitez pas à nous rejoindre 0826 300 300. À tout de suite. Et si vous arrivez juste à l'écoute de Sud Radio pour On parle auto, juste précédemment dans l'émission. Dans l'épisode précédent. Nous avions Dominique Stemfel qui est président du syndicat du pneu et nous lui avons demandé de rester avec nous car Jean-Pierre, vous avez une question à nous poser. Salut Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, bonjour votre invité. Oui, ma question c'est concernant la R5 que je trouve très 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 belle et très intéressante comme voiture, qui a beaucoup de drapeaux français de partout en nous précisant bien c'est une voiture fabriquée en France, même les batteries. Et je m'interroge quand même qu'elle soit pas équipée de pneus Michelin, qui est quand même la marque française de pneumatiques par... D'autant que je crois que le concept car, il avait des pneus Michelin, mais bon. Alors voilà. c'est vrai. Sachant qu'il y a, j'ai regardé à peu près parce que moi je serais intéressé par les pneus 4 saisons, entre les Goodyear et les Michelin, il y a 60 € d'écart. Ouais. Je crois que les 4 saisons, il y aura du Michelin d'homologué dessus. Mais bon, déjà, Dominique, est-ce qu'on sait pourquoi c'est Continental qui équipe la R5 E-Tech? On sait pourquoi c'est Continental et pas Michelin? Alors d'abord, je ne sais pas si les pneumatiques ne sont pas français, puisque Continental a une usine en France, donc les pneumatiques peuvent très bien être fabriqués en France. Maintenant, un équipement en première monte, c'est un challenge extrêmement difficile qui est proposé aux manufacturiers, puisqu'ils doivent répondre à des critères très précis. Il y a 50 critères différents pour obtenir l'homologation. Après viennent d'autres éléments qui sont bien sûr le prix, mais également aussi les capacités industrielles. Ce qu'il faut savoir, c'est que Continental historiquement est un partenaire historique de Renault, oui. Sur l'électrique, voilà. Les premières Zoé avaient des moteurs électriques Continental d'ailleurs. Des moteurs ou des pneus? Des moteurs électriques. Continental est un équipementier, ne fait pas seulement des pneumatiques. D'accord, ok. Et effectivement, pour le moment, 100% des R5 E-Tech sont équipés en Continental d'origine. Maintenant, en fonction de la montée en charge du véhicule, il est possible que d'autres manufacturiers rejoignent le manufacturier unique homologué aujourd'hui. Voilà. Et il me semble à vérifier que le 4 saisons qui est homologué sur la voiture, ça sera un Michelin. Donc, Et on sait ce qu'aura la 4L ou pas? Oui, alors la 4L, enfin on ne sait pas ce qu'aura la 4L. Moi, la 4L, je l'ai vue équipée uniquement en Goodyear. Ouais. Sur le mondial. Voilà, sur le mondial. Aujourd'hui, Goodyear n'a pas confirmé qu'ils étaient présents en totalité sur le véhicule. Et puis l'Alpine A290, donc qui est l'extrapolation sportive de la R5 E-Tech, elle est équipée elle uniquement en Michelin. Qui a d'ores et déjà annoncé qu'il proposait 3 versions possibles, donc le pneumatique de première monte traditionnel, un pneumatique à connotation sportive et également un pneumatique à utilisation hivernale. Et il y a une différence de prix, excuse-moi Jean-Luc, tu sais, entre les pneus classiques sur les voitures comme thermiques, il va y avoir une différence de prix avec les pneus électriques, pour les voitures électriques? Parce que c'est pas les mêmes... C'est difficile de comparer là en l'occurrence puisqu'on a des dimensions qui sont originales, je veux dire, qui sont pas des dimensions qui sont commercialisées de manière régulière. Et là effectivement, on peut avoir un positionnement un peu différent. Maintenant, on l'a déjà vécu par exemple sur le Scénic qui était en 20 pouces où les manufacturiers qui étaient présents sur ce véhicule avaient fait l'effort de ramener leur prix à des prix traditionnellement utilisés dans des dimensions plus basses. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Moi, j'aurais d'autres questions pour vous, Dominique, mais on attendra une prochaine émission en particulier. Non, mais c'est une question intéressante. Est-ce que quand un véhicule en première montée est équipé par plusieurs manufacturiers, est-ce qu'on peut choisir la marque des pneus qui vont équiper son véhicule neuf? Ne répondez pas, on se garde ça pour une émission future. Bon, et en tout cas, un suspense terrible. Jean-Pierre. C'était l'autre question que j'aurais bien voulu poser. Ah voilà.
Peut-on avoir une demande particulière pour être équipé Jean-Pierre, je vous rappelle, et puis on torturera Dominique pour qu'il réponde dans une émission future. Mais on peut pas répondre maintenant. Non, c'est trop long. Non, on va laisser le suspense. Ouais, suspense. Non, mais ça, c'est pas cool. Bon, désolé à tous ceux qui écoutent l'émission et qui auraient bien aimé avoir la réponse. Ils vont être obligés d'écouter les prochaines émissions, tant pis. On vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end, Jean-Pierre et Dominique. Merci. Et on se retrouve très très vite évidemment. Tiens, vous d'ailleurs qui êtes avec nous, ne partez pas parce qu'on va continuer. Dans quelques instants, on va découvrir la Burton, une 2 chevaux Roadster, bientôt homologuée en France, qui est assez craquante. Restez avec nous et branchez-vous tout de suite sur la page Facebook de Sud Radio pour voir les images dans moins de 4 minutes. Et attention, puisque là, je peux vous dire que vous qui êtes actuellement en train d'écouter la radio dans votre voiture, vous ne changez rien, vous restez concentré. Mais dès que vous rentrez à la maison, vous allez voir le replay de l'émission parce qu'on va avoir des images d'une voiture qui a totalement fait craquer l'ami Jean-Luc. Et moi aussi. Oui, et a priori, qui n'a pas fait craquer que moi. On a avec nous Stéphane Vimez, qui est directeur général du Mérail Club de Cassis. Bonjour Stéphane. Très beau. Voilà. Bonjour. Stéphane qui m'a dit j'ai roulé avec tout l'été et j'ai fait un carton. Alors ça voulait dire quoi un carton? C'était Non, on parle non pas. Mais je crois qu'il est marié, donc c'est pas possible. Non, c'est un carton, c'est-à-dire que beaucoup de curiosité, des gens qui sont pas forcément d'ailleurs des amoureux de l'auto, ils sont évidemment pas insensibles à la ligne de ce petit roadster. Et d'ailleurs souvent en le comparant à une EMG ou à une Morgane. Donc il y avait des références plutôt sympathiques. Et non, c'est une auto très très agréable à rouler. Alors on va expliquer de quoi on parle. On parle d'une 2 chevaux, ma bonne dame. On parle d'une 2 chevaux qui va être transformée grâce à un kit. Alors vous allez voir qu'il y a eu plein d'évolutions. Alors historiquement, ce kit, il a été fabriqué il y a une vingtaine d'années, c'est ça, en Hollande, par des Hollandais. Donc. Exactement. Par 2 frères, Iwan et Dimitri, des passionnés d'auto, et qui avaient vu le concept des kit-cars en Angleterre. Vous savez que ça existe depuis des années, et qui ont eu l'idée de créer ce kit-car sur une base d'une 2 chevaux, donc châssis, moteur bois, train roulant d'une 2 chevaux, mais avec une carrosserie qui n'a bien entendu plus rien à voir avec une 2 chevaux. D'accord. Donc ça c'est, il fallait en fait acheter le kit, le monter soi-même. C'était un peu aléatoire, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, alors vous avez racheté entre-temps cette société qui s'appelle Burton Car, c'est ça? C'est ça. Donc vous avez racheté la société Burton Car. Et aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est que vous proposez la voiture, alors à condition d'apporter une 2 chevaux. Puis on va voir si éventuellement il y a d'autres modèles qui pourraient servir de donneuse. Donc on apporte une vieille 2 chevaux avec une carrosserie pourrie et vous vous chargez de la transformer en ce roadster extrêmement sexy, parce que je trouve qu'il est vraiment très sexy. Belle. Très très belle. C'est exactement ça. Alors évidemment, on est en France, donc on n'a pas, on est quand même, on a un environnement réglementaire. Donc il a fallu homologuer ce process. On est d'ailleurs en train de finaliser tout ça. Et donc le principe, c'est qu'on peut pas le faire soi-même, on doit passer par un professionnel automobile, donc on va former des garages pour faire ça, et c'est redonner une nouvelle vie à une 2 chevaux, une nouvelle aventure. On va relever toute la caisse de la 2 chevaux, tout ce qui est, je dirais, en faisait cette voiture mythique, et puis on va garder le châssis, le moteur, la boîte de vitesse, les trains roulants, et on va venir poser. Alors ça paraît simple, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il faut à peu près 35 heures pour faire l'opération. Et on vient poser cette carrosserie d'un roadster élégant. Et bien évidemment, comme on le fait à chaque fois, on va proposer aux clients de pouvoir le personnaliser. L'idée, c'est de pouvoir travailler sur les selleries, sur le tableau de bord, pour en faire un véhicule complètement unique. D'accord. Wow. Ça coûte combien ce kit? Alors on a un kit qui va coûter 11 900 €. Et puis, comme je disais, il y a à peu près une trentaine d'heures de manœuvre à rajouter à l'opération. Donc, ça dépend. Entre 2005 et 3005 €. Exactement. Ouais. Et en ajoutant évidemment le prix de la 2 chevaux. Or aujourd'hui, les 2 chevaux, est-ce qu'il y a un type particulier de 2 chevaux qui est nécessaire? Oui, voilà. Alors pour l'instant, le type qu'on a homologué, c'est le AZK, c'est les 2 chevaux 6, c'est les plus, je dirais, les plus courantes, mais dans des buts un peu économiques, on veut travailler à une extension sur les Dianes, parce que la Diane coûte moins cher à l'achat pour les personnes qui n'auraient pas de 2 chevaux aujourd'hui, et c'est sûr que demain, de pouvoir transformer une Diane en Burton, ça sera une opération un petit peu plus économique du fait de la cote. Oui, parce qu'une cote de Diane, c'est quoi? C'est aux alentours de 3 000 €, on en trouve une correcte.
Oui, exactement. Sur la Burton que l'on voit, donc Stéphane pour moins Vimez, de 20 000 euros, avec un châssis de Diane, on pourrait avoir ce Roadster super sympa là. Pour Stéphane Vimez, directeur général du Méhari Club, elle me paraît plus haute que la 2 chevaux d'origine sur les images qu'on voit sur la page Facebook. Non, alors c'est vraiment une illusion parce qu'on est vraiment sur le châssis de la voiture. Classique. Okay. Et au contraire, avec ce look Roadster, on est plutôt sur une voiture qui apparaît un petit peu plus basse. En tout cas, on est assis un peu plus près du sol en termes d'impression. Donc on retrouve un peu tous les ingrédients de ces roadsters anglais, hein. Donc une position de conduite finalement assez basse, évidemment les chevaux au vent, on est en plein air, et c'est assez amusant parce que la voiture donneuse, qui est une 2 chevaux, là on transforme complètement son usage, parce que là on a une vraie voiture plaisir pour, se sillonner les petites départementales. C'est une super auto. Oui, alors bon, une 2 chevaux, ça fait quoi, un peu moins de 30 chevaux, 29, 28, c'est ça? Là, voiture de sport, 28 chevaux, ça fait rigoler, mais l'avantage du kit, c'est qu'il est plus lourd ou moins lourd que la carrosserie d'origine, ou équivalent? À quelques kilos près, on est dans le même poids. Donc faudra pas s'attendre à être collé au siège en revanche. Non, mais comme c'est pas le but du jeu. C'est pas le but du jeu. Puis aujourd'hui, vous savez, on perd vite son permis. Donc le but, c'est on recherche les sensations et le plaisir d'être à bord d'un véhicule très original. D'accord. Vraiment joli. Donc la voiture, pour ceux qui voudront la voir, vous serez la semaine prochaine. Ça nous permet de parler d'Epoch Auto. Epoch Auto à Lyon, qui sera le vendredi, samedi et le dimanche, et il y aura des véhicules, on pourra les voir. Exactement, donc le 8, 9 et 10 novembre, on sera sur le salon Epoch Auto avec plusieurs Burton, et on a une petite surprise là que je peux vous révéler, c'est que on va présenter un prototype de la même voiture mais en électrique. Donc on va offrir un rétrofit. Alors ça ne sera pas un rétrofit, on est sur une homologation L7E, donc les quadricycles lourds, comme une Renault Twizy ou comme aujourd'hui notre Méhari électrique. Et donc l'idée, c'est que on puisse l'année prochaine proposer la Burton dans les 2 motorisations, thermique ou électrique. Comme ça, il n'y aura pas de débat. Oui, trop bien. Bon, super. Génial. L'homologation, vous l'attendez pour quand? Pour la partie la transformation, donc le kit, on l'aura avant la fin de l'année. Et puis pour l'électrique, c'est plus probablement l'été 2025. D'accord. Vous avez le soutien de Citroën aussi, on va le préciser. Ah, c'est cool ça. Alors, rien n'aurait été possible sans l'accord de la marque, parce que là, c'était la première étape indispensable, c'est d'avoir l'accord de la marque Citroën pour pouvoir faire la transformation. Donc, on a eu l'accord, la partie marketing, et puis un accord technique, puisqu'on a présenté, ils nous ont quand même demandé d'avoir des détails sur la transformation. Donc, il y a aussi, ils vérifient que techniquement, on ne fait pas n'importe quoi. Et puis, le troisième volet, c'est évidemment l'homologation au Centre national de réception des véhicules. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. Ouais, et puis, on va préciser que le Méhari Club on dit 2 chevaux Méhari Club de Cassier ou juste Méhari? On a rajouté 2 chevaux parce qu'évidemment, il y a encore des gens qui avaient pas réalisé qu'on faisait aussi des pièces détachées pour les 2 chevaux. Donc Vous avez rajouté 2 chevaux. Ouais. Donc on peut tout trouver. En plus, toutes les pièces de 2 chevaux, on peut les trouver. Donc même si une vieille 2 chevaux de mamie qui est dans une grange, qu'on ne peut pas restaurer, parce qu'il y en a qui vont crier au scandale si on modifie la voiture, mais si elle est perdue, on peut la transformer en Burton. Avec un petit budget quand même. Oui, avec un petit budget, mais on peut trouver toutes les pièces pour restaurer la voiture, châssis, moteur, tout. Exactement, c'est la beauté de cette voiture, c'est que toutes les pièces sont disponibles, donc on peut entièrement reconditionner une voiture qui effectivement aurait été très longtemps stockée dans une grange. Ça, on a tout ça chez nous. Bon, en tout cas, c'est vraiment une très belle idée. Parfait, j'ai hâte de faire un petit tour avec, sur la Côte d'Azur d'ailleurs. En plus, où il fait très beau en ce moment, profitez-en. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très très belle fin de journée, un bon week-end, Stéphane Vimez. Merci à vous deux, bon week-end. Merci, et avec sourire et rire, car cette émission est faite de sourire et de rire aussi, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas ça. Directeur général du Méhari Club de Cassis, c'est Stéphane qui est avec nous. 2 Club de Cassis, 2 chevaux Méhari Club, exactement. Bon, sans rire, d'ailleurs, on se retrouve dans quelques instants, on va parler des Automobile Awards. Il s'agirait de dire que peut-être, ça y est, on connaît la voiture de l'année, mais je ne suis pas persuadée qu'ils vont libérer le scoop ce matin. On en parle dans quelques instants.
À tout de suite. Et n'oubliez pas que juste à la fin de notre rendez-vous, quelle auto choisir? Vous avez envie de découvrir un peu les dons et les conseils de l'ami Jean-Luc pour vous aider à choisir votre future voiture. Vous n'hésitez pas, vous nous écrivez jeparticipe@sudradio.fr ou vous nous appelez dès maintenant. Notre jet vous attend au standard au 0826 300 300. D'ailleurs, nous avons pris le temps d'appeler Lionel qui est avec nous au standard. Salut Lionel. Bonjour Laurence. Lionel Robert, organisateur des Automobiles Awards depuis sa création d'ailleurs. Depuis le début, un partenariat Sud Radio d'ailleurs. Ouais, le papa. Le papy même maintenant. Lionel, les 20 membres du jury se sont réunis et ont voté, c'est même pas ça y est, les votes sont terminés. Il y a ces 18 catégories, hein, c'est ça Oui, en fait, il y a 12 catégories constructeurs, il y a 5 catégories ça fait 17 et puis plus une. Et puis il y en a une ou deux qui sont des catégories transversales où peuvent concourir à la fois des constructeurs et des équipementiers. D'accord. Le public a également voté pour ce qu'on va appeler la voiture préférée des Français. C'est ça ? Exactement, oui. Hein, et ils ont été nombreux. Bon, alors, vous donner le nombre de combien de votants, tiens ? Alors, combien de votes ? 46 800. Ah, quand même. C'est chouette parce que c'est un petit peu mieux que l'an passé. Alors moi, vous savez, j'aimerais 400 000, voire 4 millions, mais on va dire que c'est un joli score et ça progresse chaque année. Donc, il y a de plus en plus de gens que l'élection intéresse. D'accord. Il y avait combien de véhicules qui étaient en lice dans ce vote de la voiture préférée des Français là ? 20 candidates, 20 nouveautés de l'année qui s'étaient présentées. Bon, alors j'imagine que même si on vous menace des pires sévices, vous n'allez pas nous dire quels sont les véhicules qui arrivent en tête, mais est-ce qu'on peut avoir une tendance ? Parce que d'habitude, il y a eu souvent, si on revient dans le passé, il y a eu souvent des véhicules qui faisaient un peu rêver, qui étaient des véhicules inaccessibles. Est-ce que c'est toujours le cas ? Alors, il y avait parmi les candidates, évidemment, des véhicules dits inaccessibles, des véhicules plus populaires, des véhicules de moyenne gamme. Et c'est vrai, comme vous le dites, Jean-Luc, en général, le podium est souvent constitué d'un peu des deux. Donc, on a un peu de passion et un peu de raison. Cette année, je ne sais pas si c'est la tendance de l'époque, mais en tout cas, on est sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, raisonné. Et le podium est 100% voitures dites populaires. Mais c'est une sacrée différence. Alors, on ne peut pas parler des gagnantes, mais on peut parler des perdantes. Qu'est-ce qu'il y avait comme voitures remarquables qui finalement ne seront pas sur le podium ? Il y avait un petit peu comme chaque année d'ailleurs. Il y avait Aston Martin qui était présent, par exemple. Il y avait Ferrari. Je comprends pas pourquoi on dit que c'est pas abordable, alors que Laurence est en train de faire des économies pour m'acheter celle que j'aurai en cadeau de Noël. En mode majorette. On est d'accord. Ça n'existe plus, majorette. Oui, mais c'est pas grave. C'est une référence. Il y avait Alpine aussi, par exemple, avec l'ultime version de... Oui, Alpine qui avait déjà eu le titre. Qui a remporté le titre l'an passé, alors qui ne termine pas très loin, sans livrer le score, mais qui en tout cas ne figure pas cette année sur le podium. Ce sont des voitures uniquement achetables, on va dire. D'accord. Donc là, juste en annonçant que Alpine n'était pas sur le podium, vous allez provoquer donc une vague de suicides chez ceux qui nous écoutent et qui travaillent chez Alpine. Bon, c'est une chose. Est-ce que Alpine a été primé dans d'autres catégories. D'accord, on y vient, c'est la transition. Découvrir, en fait. Pardon ? La voiture de l'année, quand est-ce qu'on va la connaître, la date ? On la connaîtra comme l'ensemble du palmarès le 12 décembre. C'est ça. À l'occasion de la remise des prix qui s'effectuera donc à l'Automobile Club de France. D'accord. Alors pour les autres catégories, là on a vu la tendance pour on va l'appeler la voiture de l'année, ça fait plus simple, donc des modèles plus accessibles. Est-ce que c'est une tendance qu'on retrouve dans les votes des autres catégories ? Nous rappeler rapidement ce qu'il y avait comme autre catégorie sans citer forcément les 18 ans. Oui, alors en fait, vous savez, ça balaye un petit peu, on va dire, tout l'univers automobile. Donc évidemment, il y a des catégories dans lesquelles on trouve forcément des voitures nécessairement ou plus facilement chères, on va dire. Donc les catégories type Secure Car, qui récompensent la voiture la plus sûre, par exemple. Évidemment, ce sont souvent des voitures plutôt haut de gamme qui l'emportent. Une catégorie qui souvent aussi met en avant la beauté et donc particulièrement souvent des catégories qui sont plutôt réservées aux véhicules premium type le design.
par exemple, ou les concept cars aussi, qui souvent, là encore, sont l'apanage des... Ou les supercars qui récompensent rarement des Dacia. Complètement. De manière générale, ce que l'on peut dire, par exemple, qu'un supercar, sans dévoiler le vainqueur, on peut dire que cette année, la catégorie accouche d'un vainqueur plutôt inattendu. Ah oui. Voilà, par exemple. Hein. Alors, après, allez, un autre indice. Allez, alors un vainqueur inattendu. Allez. On peut aussi se dire que l'émergence des constructeurs chinois se confirme. Ah, ok. D'accord. Donc une voiture chinoise. Une voiture chinoise, ouais. J'ajouterais également que les premiums allemands sont toujours présents en sommet de podium. Hein. Ça ne change pas. On en trouvera toujours quelques-uns qui ont raflé quelques catégories. Qu'il y a 2 marques françaises qui se sont particulièrement distinguées. Voilà. D'accord. Alors moi je dirais Citroën et Renault, oui. Alors je n'ai pas dit que c'était forcément des constructeurs. Hein. Ah d'accord, des marques. D'accord. Ah oui, d'accord, des marques. Voilà. En Michelin alors, donc voilà. Peut-être, effectivement, oui, voilà, je ne sais pas. Ça n'engage que vous. Oui. Voilà, il y a, quand Lionel dit je ne sais pas, ça n'engage que vous, ça veut dire que j'ai bon. Il faut le savoir. Il faut décoder. Hein. On parle le langage Lionel. J'ajouterais qu'il y a une marque historique qui recevra un award d'honneur. Non, là, c'est vraiment une marque très ancienne qui sera particulièrement récompensée. Donc ça, c'est de l'âge, ok, d'accord. Là encore, ça n'engage que vous. Voilà, que ça bouge dans l'univers du pneu. Hein, donc le pneu de l'année n'est peut-être pas forcément celui qu'on était potentiellement en droit d'attendre. Qu'il y a 2 petites sociétés françaises à mi-chemin entre la société qui commence à émerger et la start-up qui vont faire... Ah ça je sais aussi, ça je sais. Non mais je vais pas tout dire parce que après on va me dire ouais mais il a balancé, vous vous rendez compte, il a balancé tous les résultats avant les résultats, donc c'est pas possible. Je terminerai en disant que l'équipement de l'année va sans doute permettre aux automobilistes de faire un vrai bond en avant en matière de sécurité et plus particulièrement de sécurité la nuit sur les routes. Voilà. D'accord, donc ce sera les optiques. Ça, c'est des phares. Lionel, quelle a été la... déjà, tout ce que je vous dis. Oui, c'est vrai. Quelle a été la catégorie la plus disputée? Là, ça, vous pouvez nous le dire sans révéler de secret. La catégorie la plus disputée, ça a été la catégorie la catégorie la plus disputée, c'est celle des SUV, parce que en fait, ils sont tellement nombreux, tellement divers et variés que le vainqueur l'a emporté. Enfin, le podium s'est détaché avec très très peu de points d'avance sur les suivants. Voilà. Alors qu'à l'inverse, il y a des catégories où vraiment 1, 2 voire 3 voitures se sont clairement détachées par rapport aux autres. Maintenant, la catégorie SUV, comme la catégorie par exemple design ou la catégorie électrique, sont des catégories dans lesquelles il y avait plus de 25 voitures candidates. Donc autant vous dire que la concurrence était extrêmement féroce. 56 marques ont quand même pris part à l'événement cette année. C'est un nouveau record et évidemment, bien sûr, il est très difficile de décrocher des prix aux Automobiles Awards. On va préciser que les membres du jury votent pour, on leur demande un premier dans la catégorie, un second et un troisième. Donc avec à chaque fois des points qui sont attribués en fonction de la position. C'est un jury à parité homme-femme. Est-ce qu'il y a des différences significatives de vote entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'on a des goûts réellement différents en matière d'automobile? Un peu, oui. Un peu, de manière un petit peu, on va dire, caricaturale. Les hommes ont souvent tendance peut-être à privilégier plutôt la passion et la performance, et les femmes plutôt le confort et la raison. Après, évidemment, ça c'est les grandes tendances, hein, parce que dans le détail, autant vous dire que nous avons parmi notre jury des femmes pilotes et des hommes tout à fait raisonnables et pères de famille. Oui, ça change. Bref, voilà, on va pas rentrer dans le cliché, mais de manière globale, oui, c'est un petit peu ça quand même qui ressort. Bon, en tout cas, Lionel, merci. Merci beaucoup. Donc on se retrouve pour les résultats. Le 12 décembre prochain, et donc évidemment, vous serez conviés le samedi qui suivra pour venir les révéler à la France entière sur Sud Radio. On vous embrasse, Lionel. Merci Lionel. Merci à vous, Lionel Robert, organisateur et créateur des Automobiles Awards dont Sud Radio est partenaire. Allez tout de suite, c'est quelle auto choisir et on accueille Virginie. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Bonjour Virginie. Bonjour Virginie. Et bonjour sur ta radio. On vous écoute Virginie. J'ai pu me libérer. 2 minutes, je peux me libérer. Bon, on vous écoute. On vous écoute.
Alors voilà, moi je vous appelle parce que ça fait longtemps que je rêve un petit peu d'une Mini et comme je suis grande, elles étaient trop basses et là c'est vrai que la Countryman du coup m'attire beaucoup et je suis partie sur la 1,5 litre 136 chevaux parce que je fais peu de kilomètres. Là pour vous dire, je fais même pas 10 000 kilomètres par an. Et voilà, donc je voulais avec quoi comme budget? Parce que c'est une voiture d'occasion que vous voulez acheter, c'est ça? Ah oui, complètement. D'accord. Complètement. Bon, là, j'ai la reprise de ma voiture qui a 19 000 kilomètres. Donc moi, je m'étais fixée autour de 28 000. Bon, là, je ne sais pas si vous avez vu ce que je vous ai envoyé. Oui, vous m'avez envoyé. Voilà, que j'ai essayé. A priori, sur la centrale, il la catégorise comme bonne affaire. Voilà, donc j'avais besoin de votre avis. Alors, pour les gens qui n'ont pas reçu, les gens qui n'ont pas reçu ce que nous a envoyé Virginie. Virginie, on nous a envoyé un choix. Elle est allée essayer cette semaine une Countryman. Alors Countryman, c'est le SUV, c'est le gros modèle de la gamme. Mais là, c'est la génération d'avant qui est un peu moins grosse que celui qui vient de sortir, mais qui fait quand même 4,30 m de long. C'est déjà qu'on a une Mini, mais c'est une grosse Mini. Alors comme vous êtes grande, m'avez dit, si vous avez besoin de place à l'intérieur, effectivement, vaut mieux une grande Mini qu'une petite Mini. C'est clair. D'ailleurs, surtout qu'elle est plus haute. Ouais, elle est plus. Alors moi, je suis pas un grand fan de l'esthétique. On en parlait tout à l'heure avec Laurence, parce que même la Countryman de la génération d'avant, les optiques carrées, c'est pas ma tasse de thé, mais ça, c'est votre choix à vous. En revanche, là où vous risquez de ne pas avoir de mauvaises surprises, c'est en termes de fiabilité, parce que c'est un véhicule. Maintenant, quand on a un peu de recul comme ça sur la génération d'avant, on sait qu'il y a une très bonne fiabilité. Ce petit moteur 1,5 litre 3 cylindres est extrêmement fiable. Donc sur ce point-là, vous pouvez, je ne vais pas dire les yeux fermés, là, combien de kilomètres celle que vous êtes allé essayer? 12 000 et quelques. Elle est neuve. Elle est quasiment neuve. Et ils la mettent à 26, c'est ça? Non, elle est un peu plus chère, celle que vous avez vue. 32. Ah oui. Oui. C'est quand même, c'est quand même 6 de plus. Bon, alors attention, ça ne sera pas un boulet de canon. C'est une voiture qui est assez lourde. Le moteur, il fait 136 chevaux. C'est pas une Mini Cooper avec laquelle vous allez rouler, mais c'est suffisant si vous faites du trajet. Je sais pas, vous habitez dans quelle région? Dans les Hautes-Pyrénées. Ah oui, ça monte, ça descend quand même un petit peu par là. Non, mais c'est un moteur, en plus, moi j'aime bien parce qu'il a une belle sonorité quand on prend des tours avec. Oui. Donc, j'ai été surprise quand je l'ai conduite. Il a un peu un bruit de 6 cylindres, donc c'est pas mal. J'aime bien. Et en termes de conso, c'est assez raisonnable. Mais par contre, vous, dans les montées, si vous tirez un peu dedans, ça va grimper un peu. Autrement, moi, j'avais relevé quand je l'avais essayé à l'époque. Là, on va remonter quelques années en arrière. Je crois que j'ai ressorti l'essai. J'étais à 6,5 litres de consommation. Alors moi, j'arrive à des consommations assez basses, mais vous serez sans doute aux alentours de 7. Oui, puis en plus, il y a de montagne. Oui. Moi, je suis en pleine. Ah, vous êtes en pleine? D'accord. Okay. Je suis en pleine. Très bien. Bon, voilà. alors donc, du coup... Conso autour de 7 litres. Non, c'est moi, le seul frein que j'ai sur cette voiture-là, c'est l'esthétique. Donc, c'est une question de goût. À partir du moment où vous l'aimez bien, je trouve ça... J'aime pas la dernière, par contre. Je trouve ça un peu ferme. Ah oui, moi non plus, j'aime encore moins la dernière. Je préférais la génération d'avant. La dernière, elle fait vraiment, ça fait vraiment grosse saucisse germanique, d'ailleurs. Elle est fabriquée en Allemagne et ça se voit, quoi. Voilà. Non, c'est un bon achat. Et si la fiabilité était un de vos critères principaux sur ce modèle-là, soyez rassurés. Voilà. On a répondu, je pense, Virginie, à vos interrogations. En plus, c'est la première génération où il y a eu les feux arrière avec l'Union Jack qui s'éclaire. C'est très sympa. J'achèterais presque la voiture que pour ça. Bon achat et bonne route avec votre future compagnonne à 4 roues. Et soyez rassurés, c'est un bon choix. On vous embrasse, Virginie. Ok, super, merci bon week-end. Merci Virginie. Bon week-end à vous. Bon week-end à vous tous d'ailleurs, qui avez été avec nous sur Sud Radio pour On parle auto. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne sieste, l'ami Jean-Luc. Oui, la semaine prochaine, on ira au salon Epoch-Auto à Lyon, évidemment. Exactement. Mais pas que. On aura évidemment d'autres sujets. Merci à Marie d'avoir réalisé cette émission et à Najette d'avoir été au standard pour vous accueillir. Nous, on va aller passer un petit week-end, en écoutant, en partant dans la voiture, l'émission qui est nouvelle depuis la rentrée, l'affaire dans l'affaire, et c'est Stéphane Simon qui va nous parler d'un assassin cannibale. Allez, bon week-end à tous. C'est Halloween. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.